Zola a constitué très tôt son musée imaginaire d'Extrême-Orient. Lorsque Huysmans rend sa première visite au romancier en 1877, c'est un collectionneur passionné qu'il découvre. Dans le salon, la cheminée fourmille de bibelots japonais, et le portrait du maître par Manet montre un paravent japonais et une estampe de Kuniaki. La découverte des maîtres japonais par les peintres remonte à 1862. L'enthousiasme gagna tous les ateliers avec la rapidité d'une flamme courant sur une piste de poudre, écrit Chénaud dans la Gazette des Beaux-Arts. On ne pouvait se lasser d'admirer l'imprévu des compositions, la science de la forme, la richesse du ton, l'originalité de l'effet pittoresque, en même temps que la simplicité des moyens employés pour obtenir de tels résultats. Ivoire ancien, émaux cloisonnés, faïence et porcelaine, bronze, laque, bois sculpté, livres à gravure, ne firent plus que traverser la boutique du marchand pour entrer aussitôt dans les ateliers d'artistes et dans les cabinets des gens de lettres, parmi lesquels Chénaud cite Zola et son éditeur Charpentier. En 1867, ajoute-t-il, l'exposition universelle acheva de mettre le Japon à la mode. En 1871, Monet rapporte de Hollande une collection d'estampes découvertes chez un épicier qui en enveloppait son poisson ou ses fromages. Zola revendique parfois le japonisme de ses descriptions de manière explicite. Dans une page d'amour, le pavillon japonais de Madame de Berle et le bazar à 13 sous de sa japonnerie sont des éléments essentiels du décor. Les murs et le plafond du pavillon japonais étaient tendus d'étoffes brochées d'or, avec des vols de grues qui s'envolaient, des papillons et des fleurs éclatantes, des paysages où des barques bleues nageaient sur des fleuves jaunes. Il y avait, encombrant des meubles de lac, tout un monde de bibelots, petits bronzes, petites potiches, jouets étranges, bariolés de couleurs vives. Nana, la prostituée de haut vol, et Fagerolles, le peintre mondain de l'œuvre, s'entourent eux aussi de curiosités de la Chine et du Japon, panneaux de lac, pagodes chinoises, paravents japonais. Enfin, Octave Mouret, étonné que 4 ans aient pu suffire au Japon pour attirer toute la clientèle artistique de Paris, envoie des cohortes de voyageurs fouiller les palais et les temples pour achalander le bonheur des dames. Zola a adopté l'écran japonais dès la fortune des Rougon. Il décrit d'abord 2 estampes d'Okusai pour peindre une série toute primitive avec sa pièce de bois posée sur 2 tréteaux élevés et ses 2 sieurs de long, l'un en haut monté sur la poutre même, l'autre en bas, imprimant à une large et forte lame de scie un continuel mouvement de va-et-vient, puis ces sortes de meules carrées où le bois débité est rangé par tas méthodiquement construits, planche à planche, en forme de cube parfait. On reconnaît aussi, au fil du texte, une des 100 vues célèbres d'Edo, d'Hiroshige. Les tréteaux des sieurs de long se dessinaient, pareils à une monstrueuse figure géométrique tracée à l'encre sur le papier, écrit Zola. C'est la définition même de l'estampe. Le reste du chantier, le parquet de poutres, semblait un vaste lit où la clarté dormait, à peine striée de minces raies noires. Quant à Miette et Silver, s'ils s'aiment dans le reflet complice du puits, ils le doivent peut-être à Utamaro. Ils s'apercevaient dans une sorte de nid verdâtre, tapissé de mousse, au milieu de la fraîcheur de l'eau et du feuillage. Silver ne connaissait pas de plus vif plaisir que de regarder le visage de son ami, réfléchi dans toute la pureté de ses traits. Mais c'est surtout les paysages qui fascinent Zola. Dans la curée, les petites vitres de la serre découpent tout un paysage dont les teintes claires et unies rappelaient des coins de gravure japonaise. Dans une page d'amour, une lumière coulait, limpide et froide comme une eau de source, mettant Paris sous une glace où les lointains eux-mêmes prenaient une netteté d'image japonaise. Le Fuji, motif emblématique de l'estampe, se profile lui-même sur le ciel de Paris, tandis que les nuages s'amoncellent à l'horizon, tels des blocs de carmin bordés de laques vives, une nuée lumineuse apparaît au loin, comme un de ces nuages de foudre et d'incendie couronnant la bouche des volcans. Le Fuji, vous le savez, est un volcan éteint. Zola évoque encore 2 peintures sur soie d'Okusai que possédaient les Goncourt. Un jour d'orage,
une bigarrure d'ombre et de lumière dessine une gigantesque peau de bête tigrée de lueurs rondes sur les eaux de la Seine, et une ombre immense, allongée, ouvrant une gueule de reptile, habite la forme serpentine d'un nuage. Et Zola compose à sa manière les 100 vues de Paris. Ici, l'arête sombre des coteaux de Meudon entame le disque lunaire du soleil. Ailleurs, les péniches, tels des oiseaux couleur d'encre, mettent leurs zigzags noirs sur la nappe resplendissante de la Seine, et les ponts de Paris lancent en plein ciel leurs fils tendus d'une rive à l'autre. La stylisation du motif, la prédilection pour le graphisme sont essentielles à l'esthétique japonaise. Sous l'influence de leur écriture, les artistes japonais transforment l'image en une épure idéale de l'objet. Le dessin par points, bâtonnets et hachures est intimement lié à cette stylisation dont Zola s'inspire dans la faute de l'abbé Mouret. Les gastérias aux membres noirâtres, pointillés, striés, damassés, la grille de fleurs dont les bâtons se noient dans des orties colossales, l'ombre si claire qu'elle raye à peine de légères hachures la rive ensoleillée, déclinent toutes les techniques graphiques des maîtres japonais. Les différentes techniques de l'estampe semblent n'avoir eu aucun secret pour Zola. Les Japonais ont en effet la passion de la lumière. Comme eux, Zola en explore toutes les modalités. Les réverbères semant une pluie d'étincelles dans les eaux noires de la Seine, les lanternes de fiacre déchirant la nuit d'une fusée continue d'étoiles filantes, et les becs de gaz trouant l'obscurité de leurs buées jaunes, introduisent dans le texte les feux d'artifice d'Hiroshige, la queue argentée des comètes ou le halo diffus des lampions de Luciole qu'affectionnent les Japonais. Les images Kirazuri, obtenues par le saupoudrage d'or, d'argent, de poudre de cuivre ou de mica, exaltent ces jeux de lumière, et Zola ne manque pas d'évoquer les vives étincelles de mica jaillissant des toitures, ou la poussière dorée creusant une nuée bleuâtre de ses transparences. Les Japonais associent la technique des fonds micacés avec celle du gaufrage, pour donner du relief à l'estampe et suggérer le mouvement. En pressant le papier sur une plaque gravée mais non ancrée, ils créent de fines dénivellations qui accrochent la lumière et rendent vivants les cours d'eau, les oiseaux ou les poissons. Là encore, Zola observe ce phénomène à travers un jeu de métaphores. Ça et là, écrit-il dans La Fortune des Rougons, un rayon de lune glissait, mettant sur l'eau une traînée d'étain fondu qui luisait et s'agitait, comme un reflet de jour sur les écailles d'une bête vivante. Ailleurs, les pétales de l'encolie, plissés et gaufrés comme un crêpe, associent le gaufrage au crépon, un papier typiquement japonais dont la surface, légèrement frisée, retient la lumière. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le japonisme dans les Rougon-Macquart, mais plutôt qu'un exposé théorique, nous vous proposons pour clore cette séance un montage poétique.